Chers auditeurs, bonsoir, bonjour, bonsoir. Vous écoutez la radio de la Serbie libre, force du peuple, Snaga naroda, en russe Mashnost Vlast naroda. Vlast naroda, c'est pareil en russe et en serbe, c'est pratiquement la même langue. Émission Paris-Belgrade-Moscou, donc l'axe gaulliste de Charles de Gaulle. L'émission de Yves Bataille à partir de Belgrade, animée encore ce soir par Madame Danica Drobac, une excellente traductrice francophone, et par ma modestie, encore une fois, votre serviteuse, professeure Mila Alečković, parce que Monsieur Yves Bataille est actuellement absent en raison d'un voyage professionnel et privé en même temps. Il est en France, mais il reprendra son émission vers la fin du mois ou au début du mois de juillet. En tout cas, il reprendra son émission bientôt. Nous sommes ici ce soir pour essayer de maintenir le contact avec vous. Comme vous le savez déjà, l'émission Paris-Belgrade-Moscou est une émission géopolitique de géopoliticologue, historien Yves Bataille, une émission qui est en soi suffisamment claire, déjà le nom le dit suffisamment. Et nous aborderons ce soir un sujet majeur, c'est le sujet bien connu. Évidemment, à chaque fois on parle de ce sujet-là, mais cette fois-ci ça sera encore plus pointu. C'est la question de l'Europe. L'Europe qu'on nous propose ou l'Europe qu'on nous impose. Évidemment, nous aurons peut-être un invité qui est un ressortissant de la diaspora serbe de France. En tout cas, on s'adresse à tous nos amis, je le répète à chaque fois, à tous nos amis francophones et autres, évidemment. Mais d'abord francophones, ceux qui comprennent la belle langue française, qui n'est pas là, comme quelqu'un disait tout à l'heure, qui n'est pas la langue de l'ennemi, qui est la langue du grand général de Gaulle et de beaucoup de penseurs scientifiques et hommes d'esprit. Donc de tous nos amis qui sont restés francophones dans le monde, aux quatre coins du monde, sur tous les continents. Et nous allons aborder ce sujet important parce que nous nous adressons au public qui est au dehors de la Serbie également et donc à une communauté d'esprit dans notre grande lutte anti-globaliste. Mais d'abord, comme vous le savez, on va dire quelques informations pour préciser quelques vraies informations que vous ne pouvez pas entendre dans vos pays respectifs parce qu'elles sont censurées. Alors, les informations sur la Serbie, sur la Russie et sur l'Ukraine, évidemment, on commence par ça parce on parle à partir, notre émission est émise à partir de Belgrade. Mais c'est, comme vous savez, Belgrade et la Serbie sont pratiquement l'antichambre de la Russie. Et nous sommes donc ici très bien positionnés pour parler des événements partout dans le monde slave d'abord et dans le monde francophone. Alors, les forces russes, pour préciser, humanitaires, pourraient intervenir très vite dans le Donbass pour y protéger la population civile et les ressortissants russes victimes des massacres commis par les mercenaires de l'OTAN. Eh bien, c'était une information pour rappeler à nos auditeurs ce qui s'y passe. Jeudi, le 19 juin, dans l'après-midi et en soirée, Vladimir Poutine, le président russe, a une nouvelle fois rappelé à Hollande, président français, et à Madame Merkel, d'avoir à agir très fermement auprès du chocolatier Poroshenko, donc président de l'Ukraine depuis le 7 juin cette année. C'est un homme d'affaires, un chocolatier, afin que ces mercenaires cessent les massacres de civils dans le Donbass. Il a délivré par téléphone un ultimatum à Poroshenko. Il s'agit toujours du président russe Vladimir Poutine. Donc il a délivré par téléphone un ultimatum à Poroshenko pour qu'il fasse appliquer dans les heures qui viennent le cessez-le-feu unilatéral auquel l'Ukrainien s'était engagé. Faute de quoi, pour d'évidentes raisons humanitaires, les forces russes interviendront pour assurer la protection des ressortissants russes et des fédéralistes russophones.
Alors, continuons avec les informations. Madame Danica Drovac vient d'entrer dans notre studio. Bonjour. Assieds-toi. Là, tu vas m'aider au cours de l'émission. On est en train de lire des informations. Censurées en Occident. En Occident, le Grand Occident. Alors, les troupes russes sont à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Environ, c'est ce qu'il faut dire, environ 400 000 réfugiés ukrainiens se trouvent actuellement dans les régions frontalières de la Russie, a indiqué au journaliste le chef du service fédéral migratoire, Konstantin Romodanovski. Alors, le haut fonctionnaire a également noté qu'au cours des 4 derniers jours, environ 70 000 personnes sont arrivées dans ces régions. Le haut fonctionnaire pour les réfugiés a indiqué que sa structure élabore des propositions pour augmenter les quotas destinés aux réfugiés ukrainiens pour leur accorder une résidence temporaire en Russie. Alors, le flux de réfugiés ukrainiens vers la Russie a sensiblement augmenté depuis le mois de juin suite à la dégradation de la situation politique en Ukraine. Parmi les foyers d'accueil des migrants figure notamment la région russe de Rostov-sur-le-Don, où chaque jour arrivent environ 10 000 réfugiés ukrainiens, estime le FMS. Donc, c'est la structure pour les réfugiés. Je continue. Les autorités ukrainiennes ont interdit les 4 chaînes de télévision russes, notamment Life News et REN TV, et encore les 2 autres, après quoi le directeur général de la première chaîne, Konstantin Ernst, a protesté auprès de la communauté internationale contre cette mesure qui est contraire à la liberté des médias et aux intérêts même des spectateurs, donc des consommateurs. Malgré le fait que le président ukrainien Petro Poroshenko, dont on a parlé tout à l'heure, donc homme d'affaires chocolatier Poroshenko, a proclamé l'armistice, Kiev continue d'envoyer et d'augmenter ses troupes au sud-est du pays, où il a même envoyé un bataillon privé nommé Azov, financé par l'oligarque ukrainien Igor Kolomoïski, a rapporté RIA Novosti. Donc, toujours les oligarques. On les a vus là dans notre précédente émission. On a parlé d'un qui a fait des dégâts en Serbie, mais là, on retrouve toujours des oligarques qui sont apparemment très nocifs dans les moments de guerre, parce que c'est eux qu'on trouve toujours en tant que financiers des belligérants. Alors, encore une partie alors, parmi les infos que vous ne pouvez pas entendre dans vos pays en Europe, parce que il se trouve que même la télévision française les censure. Nous allons lire maintenant encore quelque chose de très intéressant. C'est une interview donnée par le président russe Vladimir Poutine à la télévision française TF1. Donc c'est une télévision importante, la chaîne TF1. Et l'interview du Vladimir Poutine, du président russe, a été censurée en France, le pays donc des libertés, des droits de l'homme. Et cette fois-ci, une interview censurée, des grandes parties censurées. Nous, on va vous lire uniquement ces parties qui n'ont pas pu passer à la télévision française et qu'on a trouvées évidemment sur le site officiel du Kremlin. Ce qui est très important parce que vous allez voir que les choses absolument importantes, essentielles, ont été censurées. Dans une interview qui a duré pas mal du temps. Alors, TF1, El Kabach pose la question au président russe Vladimir Poutine. Y a-t-il un risque de guerre? La question d'El Kabach. Maintenant, alors que des chars font route depuis Kiev, de nombreuses personnes en France se posent cette question. Avez-vous été tenté d'envoyer des troupes à l'est de l'Ukraine? C'est une question posée au président russe, Vladimir Poutine, qui répond. La réponse de Poutine. Il s'agit d'un entretien, ce qui suppose des questions courtes et des réponses courtes. Mais si vous êtes patient et me donnez une minute, je vais vous dire comment nous voyons les choses. Voici notre position. Qu'est-ce qui s'est réellement passé
là-bas. Il existait un conflit et ce conflit est survenu parce que l'ancien président ukrainien a refusé de signer un accord d'association avec l'Union européenne. La Russie a une certaine position sur cette question. Nous avons estimé qu'il était en effet déraisonnable de signer cet accord car il aurait eu un grave impact sur l'économie, y compris l'économie russe, dit président russe Vladimir Poutine. Et de poursuivre, nous avons 390 accords économiques avec l'Ukraine et l'Ukraine est un membre de la zone de libre-échange au sein de la CEI. Et nous ne serions pas en mesure de poursuivre cette relation économique avec l'Ukraine en tant que membre de la zone de libre-échange européenne. Nous en avons discuté avec nos partenaires européens. Au lieu de poursuivre avec nous ce débat par des voies légitimes et diplomatiques, nos amis européens et américains ont soutenu une prise du pouvoir armé et anticonstitutionnelle. Voilà ce qui s'est passé. Nous n'avons pas provoqué cette crise. Nous aurions voulu que les choses se passent autrement, mais après le coup d'État anticonstitutionnel, répète Vladimir Poutine, avouons-le après tout, et il continue, voilà, il souligne le mot anticonstitutionnel. Poutine continue, eh bien, il faut continuer de parler de paix, mais il faut comprendre les causes et la nature de cette crise. Le fait est que personne ne devrait être porté au pouvoir par un coup d'État anticonstitutionnel armé, plus particulièrement dans l'espace post-soviétique où les institutions gouvernementales n'ont pas encore atteint leur pleine maturité. Quand cela s'est produit, certaines personnes ont accueilli avec joie ce régime, tandis que d'autres, disons, dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, ne veulent tout simplement pas l'accepter. Il est essentiel de parler avec ces gens qui n'ont pas accepté cette prise de pouvoir au lieu de leur envoyer des chars, comme vous le dites vous-même, au lieu de tirer à partir d'avions des missiles sur des civils et de bombarder des cibles non militaires. Fin de citation. Voilà ce que c'était la réponse de Vladimir Poutine, censurée à la télévision française. On ne sait pas pourquoi, parce que les choses qui ont été dites sont les choses les plus importantes. Mais comme nos spectateurs et nos amis en France n'ont pas pu entendre la vraie et l'interview complète du président russe, on vient de le lire. Vous voyez, chers amis et auditeurs, même en France, le pays des droits de l'homme et de la liberté de presse, il y a une censure énorme, même dans les médias électroniques, et notre radio et notre émission va insister là-dessus. Et à chaque fois qu'on trouve un problème pareil, on va vous lire les informations authentiques qu'on trouve un peu partout dans nos réseaux, disons comme ça. C'est pas le réseau Voltaire, mais c'est un autre réseau qui est lapsus c'est bon, raison. c'est un autre réseau qui est libre, qui est absolument libre, et vous pourriez avoir ici, dans cette radio, les informations directement de Moscou et de Belgrade. Passons maintenant brièvement, avant qu'on ne commence notre sujet, passons brièvement en disant quelques informations à partir concernant la Serbie. Donc toujours les mêmes problèmes en Serbie, le peuple d'un côté, le gouvernement de l'autre. Nous avons le gouvernement qui s'empresse d'accueillir tout ce qui est mauvais de l'Occident et rien de bon. Et pourquoi ? C'est parce que la diaspora serbe, on aurait dû avoir ce soir un représentant aussi de la diaspora, un ressortissant, Monsieur Zoran Merjanovic, mais je ne sais pas s'il viendra cette fois-ci, on va voir. Donc on va continuer sur notre sujet de l'Europe. Juste encore quelques informations de Serbie. Notre diaspora qui est très nombreuse, presque 5 millions dans le monde, les Serbes qui vivent sur tous les continents, n'est pas prise en compte. On est pratiquement nulle part. On ne nous écoute pas. Il y a plein d'agences pour la diaspora en Serbie, des structures, etc. Mais en fait, la diaspora n'a aucune influence. Malheureusement, elle n'a même pas pu voter dans les dernières élections.
Et donc notre bataille dans ce sens-là aussi continue. C'est pour cette raison-là que le gouvernement en Serbie ne comprend pratiquement rien. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont presque toujours une mauvaise position par rapport à ce qui se passe dans le monde, même à l'Est, pour ne pas parler de l'Occident et de l'Europe de Bruxelles. Alors, on va aller très vite. L'escroc de Megatrend dont on a parlé la dernière fois n'est toujours pas arrêté. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un oligarque qui a eu un faux doctorat avec un faux réseau des universités à travers le monde. L'oligarque qui a acheté les ministres du gouvernement serbe, il est toujours en liberté. On va voir jusqu'à quand. Donc, on va lancer, avant de passer à notre sujet, on va lancer encore une fois l'appel, si quelqu'un nous entend, l'appel aux responsables et aux autorités françaises qui nous entendent peut-être, qu'est-ce qu'on va dire, Danissa, de bloquer ses comptes. De bloquer ses comptes, évidemment. En Occident, on ne comprend que ce langage-là, hein, n'est-ce pas ça, Mais évidemment. Donc, on lance un appel solennel, comme aurait dit, solennel aux responsables français de bloquer tous les comptes en banque, évidemment, en France, de ce personnage obscur qui s'appelle Micha Jovanovic et qui est le fausseur des universités et qui vend des diplômes au gouvernement serbe et qui réside à Mougins, à côté de Cannes, en France. Voilà. Ça, c'est une information importante. Donc, la France y est pour quelque chose. La France doit réagir. Il faut savoir, et je voudrais dire ça, passons rapidement, que tous ceux qui s'achètent d'énormes biens en France, notamment dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, parce que c'est ça, ils sont attirés toujours par des mers chauds, ne sont ni russes ni serbes. Pour nous, ce sont tout simplement des voleurs, des oligarques, des bandits, pour la plupart parmi eux. Mais heureusement, dans notre peuple, russe et serbe, puisqu'on est pratiquement le même peuple, il y a des gens très cultivés, des gens très fins, des gens qui vivent. La diaspora russe en France est très nombreuse. Elle a beaucoup aidé le pays de maintenir la culture. Je parle de la France, n'est-ce pas, après la Révolution. Donc il y a beaucoup de Russes qui sont très bien et qui sont des êtres spirituels. Et à ce moment-là, faisons une petite pause avec une chanson qui vient de ce côté-là et on continue avec notre sujet principal de ce soir. L'Europe qu'on nous propose ou qu'on nous impose.
Alors, la belle chanson russe, tu vois, traditionnelle, tout à fait traditionnelle. On tient compte des traditions dans cette radio. Vous écoutez, chers auditeurs et amis, vous écoutez la radio Force du peuple, Snaga Naroda, Vlast Naroda, Parouski, et l'émission Paris-Belgrade-Moscou de Yves Bataille, qui est remplacée ce soir par Madame Danica Drobac et ma modestie professeur Mila Aličković. Mais comme j'ai dit au début de cette émission, Yves Bataille reprendra son émission rapidement, bientôt, vers la fin du mois probablement, ou au début du mois de juillet. Avant qu'on ne continue, juste une petite rectification parce que je suis obligée de dire quelque chose là dans notre précédente émission quand j'ai parlé des amis. À propos de la centenaire de la Première Guerre mondiale, j'ai parlé de ces familles, des descendants issus de ces familles de la Première Guerre et de nos amis. Donc j'ai parlé de la famille de Gaulle, de Clarence, Saraï, Tranier. Et j'ai fait un lapsus parce que j'ai dit la petite fille Nathalie Saraï. Alors, je m'excuse, il fallait dire la petite fille Nathalie Joffre. C'est Nathalie Joffre, c'est la petite fille du maréchal Joffre, qui est également notre amie. Alors, voilà, un petit lapsus, donc je me corrige. Et on passe à notre sujet de ce soir, l'Europe qu'on nous propose ou l'Europe qu'on nous impose. Danica, voilà. Bon, commençons avec ces chansons parce que c'est aussi l'Europe. On a regardé, on vient d'entendre une très jolie chanson traditionnelle russe, et on a écouté aussi ce fameux Eurosong. Alors, parlons un petit peu de cette Europe, des valeurs ou de l'Europe, de l'absence totale des valeurs. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si tu me permets, en cette occasion, d'être peut-être un peu trop personnel. Mais ayant eu la chance, par exemple, de naître, de vivre, de me former, notamment dans cette Europe, bon, plus particulièrement, mettons, en France ou bien dans les ex-colonies françaises, et j'étais légèrement francisée, je dirais, mais je dois dire que je suis très déçue, je suis très surprise. Parce que notamment cette Europe, et surtout la France par exemple, autrefois elle était pratiquement le symbole de la liberté de penser, de l'expression, etc. Donc c'était justement, mettons, ces valeurs les plus sacrées, les plus saintes. Et pourtant nous voyons, non pas de nos jours, mais depuis déjà un certain temps, que ce monde d'autrefois, le bon monde d'autrefois, il n'était peut-être pas idéal, mais en tout cas, c'était vivable et concevable. À la fois, il est parti. Et alors maintenant, ce que moi personnellement je remarque, c'est que le cadre, la forme, même la dénomination, mettons, de certaines valeurs est absolument restée la même, parce que les occupateurs, ils n'arrêtent pas de parler de démocratie, de droits de l'homme, de valeurs culturelles, tout, et que à vrai dire, on se rend compte que le contenu, il a été remplacé. On a tout le contraire. Donc, on l'a dit, n'est-ce pas, toute occupation commence par la culture, par les universités. C'est pour ça qu'on a parlé de cet oligarque. On coupe la tête d'abord. C'est ce qu'on a parlé dans notre émission précédente. Voilà. Eh bien, l'Europe, donc l'Europe des travestis, l'Europe des minorités sexuelles, on a absolument rien contre les minorités sexuelles, mais qui font du prosélytisme. Là, on a contre ça absolument, contre le prosélytisme, oui. L'Europe de l'Europe des États-Unis, l'Europe de la grande finance, l'Europe des tarés, l'Europe de l'islam peut-être. Alors, je voudrais dire juste une chose. Mais c'est le déclin et la décadence de cette civilisation, si j'ose dire. Voilà. Nous, quand on parle de l'Europe dans cette émission, j'accentue parce que c'est l'émission géopolitique qui est nommée donc
donc Paris, Belgrade, Moscou, nous parlons de la grande Europe, de la plus grande Europe. Cette plus grande Europe est appelée par certains aujourd'hui l'Eurasie, comme tous les géopoliticologues le savent. C'est pas un seul continent. L'Eurasie est un continent. C'est pas quelque chose. C'est une unité. Et donc, nous parlons de l'Europe... Territoriale, une unité territoriale. Absolument. Et nous parlons de l'Europe qui n'est pas l'Europe occidentale, la petite Europe de Bruxelles, mais qui est l'Europe avec les Russes. Évidemment, la Russie ne peut pas entrer dans l'Europe de Bruxelles. Ça, c'est clair et net. Mais nous parlons de la plus grande Europe, Et donc, pour nous, Bruxelles n'est pas l'Europe. C'est une colonie américaine, ça, c'est évident. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette Europe que nous critiquons dans notre émission, nous nous adressons aux vrais Européens à travers le monde, parce que nous savons très bien que parmi nos amis francophones et autres, pourquoi pas, aux quatre coins du monde, vivent des gens qui sont très malheureux dans leur peau, et qui, comme nous, quand ils regardent un Eurosong qui est un événement sans aucune importance, mais qui est aussi un symbole de l'occupation, quand on voit l'Europe qu'on nous propose dans l'Eurosong, c'est quoi ça? C'est le mimésis total. Il y a rien. Il y a une chanson en anglais et une trentaine de chansons qui ressemblent à cette chanson-là. Et quel était justement, pourquoi on dit ça? Parce que c'est un message. Mais c'est agressif, il faut le dire. Le message qui était envoyé la dernière fois, c'était quoi? C'était, si vous voulez vaincre, soyez travestis, n'est-ce pas? Justement. C'était ça, le message. Eh bien, pour ne pas parler de cette manipulation politique de toutes les minorités sexuelles, on a bien vu en Russie avec Pussy Riot et ces hystériques qui ont été utilisés contre le président russe. Donc nous, on n'est pas pour cette Europe-là. L'Europe qui ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, où on a vu que pratiquement la Troisième Guerre mondiale commence. L'Europe qui ne comprend rien, qui juge le président russe, qui censure le président russe à la TF1. On n'est pas pour cette Europe-là. Oui, je ne sais pas si tu es au courant, mais je viens de lire sur Internet hier soir, il me semble, je suppose que l'information elle est vraie, par exemple, Pussy Riot albanaise, vient de tourner une vidéo pour une chanson à elle dans l'église orthodoxe qui a été récemment justement inaugurée à Pristina. Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais je trouve que c'est scandaleux. Et le problème, c'est que l'opinion publique n'existe plus. Personne ne réagit. Personne ne réagit parce que les valeurs traditionnelles sont effacées, parce qu'on se moque des traditions, on se moque des églises. Bon, l'église est une institution, mais on parle de la foi, on parle de la spiritualité. On se moque de tout ça, on piétine, on ne parlera pas le langage vulgaire, mais c'est pour dire que on a bien vu que c'est pour cette raison-là que nous on lutte ici. On lutte dans nos idées pour l'Europe des nations. Mais pour dire, ce qui est intéressant de dire, Danica, c'est aussi que l'Union européenne qui a commencé avec les hommes politiques ou politiciens, comme vous voulez, avec des Schuman, avec des Adenauer, il faut pas oublier non plus, surtout ne pas oublier Jean Monnet, qui était un haut fonctionnaire et un conseiller zélé des anglo-saxons, donc la haute finance. Cette Europe-là qu'on dit unie sur les finances, c'est le marché, enfin c'est l'Europe du marché. Cette Europe n'était rien par rapport à la vraie Europe unie qui était conçue déjà par les grands esprits, par les grands philosophes. N'oublions pas que le philosophe et le mathématicien allemand Leibniz, qui était d'origine serbe de Lusace,
Leibniz était serbe de Lusace parce qu'il écrivait dans une lettre au roi russe Pierre le Grand, il écrivait vous et moi, nous sommes d'origine slave, vous êtes russe et moi je suis serbe de Lusace. Donc Leibniz, qui était d'origine serbe de Lusace et de confession luthérienne, et il est entré dans l'histoire comme le philosophe et le mathématicien allemand, pourquoi pas, eh bien Leibniz parlait déjà de cette Union européenne, mais l'Europe unie dans la diversité des confessions, des traditions et des peuples. C'est la richesse. Et c'est la richesse. Et c'était justement... Et ça devrait être la force. Et c'était, ça devrait être la force de cette Europe, justement. Et c'était donc la vraie Europe unie, la grande Europe, l'Europe des peuples, l'Europe des nations, et pas la petite Europe du marché de Jean Monnet, de Schuman, donc ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils pensent que l'Europe a commencé avec Schuman. Mais c'est pas ça. Il y avait des esprits, il y avait des philosophes, il y avait des scientifiques, il y avait bien avant, il y avait la chrétienté orientale et la chrétienté occidentale, il y avait Byzance qui était le pont. On n'a pas besoin de la culture musulmane pour faire ce transfert, évidemment. Il y avait Saint-Augustin, il y avait des penseurs et des esprits occidentaux aussi, enfin de l'Ouest, parce qu'à l'époque, on était unis à un moment donné. Donc l'Europe unie n'est pas en question, mais quelle Europe ? Nous, on a commencé cette émission en essayant de décrire que cette Europe qui est considérée ici en Serbie, n'est-ce pas, et dans les Balkans, et en Russie aussi, comme un déchet, comme n'importe quoi. Nous, on ne veut pas de cette Europe-là. On veut une autre Europe pour laquelle, et on va justement, dans chaque émission, on va essayer d'expliquer de quoi il s'agit et pourquoi on lutte pour une autre image, ou comme le grand général Charles de Gaulle disait, pour une certaine idée de la France, pour une autre France. Et bien, nous, on va dire la même chose pour l'Europe. Juste encore une petite remarque. Danis, est-ce que tu as entendu parler de Jean Thiriart ? Jean Thiriart, c'était un philosophe et un sociologue, un penseur belge, qui n'est même pas connu par des fonctionnaires de Bruxelles d'aujourd'hui. À quoi bon ? Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Eh bien, Jean Thiriart, dans les années 60, du siècle précédent, c'est-à-dire en pleine guerre froide, parlait déjà de l'Europe unie de 400 millions d'âmes. Mais aucun fonctionnaire de Bruxelles ne le connaît. Quand on dit Jean Thiriart, c'était un socialiste. Personne ne réagit, comme s'il n'existait pas. Alors Jean Thiriart parlait déjà de l'Europe unie, mais pas l'Europe de l'Occident et pas l'Europe telle qu'elle est colonisée par les États-Unis aujourd'hui. Mais si tu me permets, je crois que cette belle idée authentique et si jolie d'avoir un jour une Europe unie ou bien unifiée, je crois qu'elle a été elle a fait l'objet d'un abus à mon avis, terrible pour se convertir en un projet politique, purement politique. Donc, une Europe... Moi je dirais purement financier. Oui. Oui, bien sûr, tout se résume malheureusement de nos jours aux finances, mais je veux dire que cette idée si jolie qui engloberait toutes ces différentes nations, leurs richesses, leurs mœurs, leurs traditions, le plein respect des uns envers les autres, etc. Je crois que tout ça a été vraiment... totalement détruit, voilà. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui sont au-delà de nous tous, qui ont vu leur chance dans ce projet, et je crois que en quelque partie, un grand nombre de personnes, mettons naïves, je ne parle pas des hommes de politique, je parle des différentes couches sociales, des individus, des citoyens, etc., se sont fait avoir par cette grande idée qui, pour eux, n'est qu'un projet politique. Un projet commercial. Oui, mais attention, si tu me permets de le terminer, donc, de la mise en place de la dernière ou l'avant-dernière phase du nouvel ordre mondial. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc, alors, on a conservé la liberté, c'est-à-dire les valeurs d'autrefois, qui ont été remplacés donc par autre chose, c'est-à-dire leur contraire, et que on nous fabrique. Mettons,
on nous fabrique une vie virtuelle, un bonheur, une vie heureuse, etc. Sur les médias, partout où vous regardez, donc ce sont des activités ludiques, le jeu, de la chanson, etc. Je crois qu'il est mieux d'être... Les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Et il est mieux d'être un homme intelligent malheureux qu'un imbécile heureux. En tout cas, justement. Malgré tous ces auteurs qui ont vraiment essayé de concevoir une vraie idée de l'Europe, une Europe d'oligarchie est née, une Europe de technocratie, de libre-échange poussée jusqu'au mondialisme, comme tu viens de le dire, pour laquelle les peuples et les nations, leurs traditions et leur histoire sont des obstacles. Et alors, je crois que tu seras d'accord avec moi, quand on dit le mot populiste, c'est la pire des injures aujourd'hui. C'est quand on veut éliminer quelqu'un, surtout ici dans le monde slave, en Russie par exemple, en Serbie, parlons de président russe, justement, on vient de le voir, ou en Serbie, quand on dit populiste, c'est comme si on disait le criminel de guerre. Alors, cette Europe renie ses racines chrétiennes. Et elle n'a plus d'identité, elle n'a aucune identité. Et elle n'a que des intérêts encore. Est-ce que les intérêts sont... Parce qu'on a bien vu que les pays différents de l'Union européenne n'ont pas les mêmes intérêts. C'est ça qui est important. N'ont pas les mêmes intérêts et qui divergent. Et les pays qui se portent le mieux, c'est les pays qui sont en dehors de la zone euro. Alors encore une idiotie, un paradoxe. La petite Europe de Bruxelles qui ne comprend rien de ce qui se passe dans le monde slave. Et ne la représente point. C'est-à-dire représente pas ses citoyens. Et l'Europe qui s'aligne passivement sur la politique états-unienne vis-à-vis de Poutine, du président russe par exemple, alors qu'elle est chez elle avec la Russie. Parce que, au moins, le gaullisme, puisque nous sommes ici un petit peu les descendants de cette idée, le gaullisme avait quelque chose à voir avec les rapports avec la Russie. Donc la France, pourquoi l'émission s'appelle Paris, Belgrade, Moscou. L'Europe sans nos pays slaves et sans la grande Russie est on peut dire, est un invalide, rien d'autre. Ce n'est pas possible. La dernière fois, dans notre émission précédente, on a dit que le mouvement Dveri, mouvement serbe, mouvement pour la Serbie libre, mouvement pour la vie, dont on parle, on est dans la radio de Dveri, la force du peuple, a demandé l'adhésion de la Serbie à l'Union de l'Eurasie. De l'Eurasie, pas de l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, de Bruxelles, mais de l'Eurasie. Si tu es d'accord, on va essayer de montrer à nos auditeurs et nos amis une petite proposition pour l'hymne de l'Eurasie. Chers auditeurs et amis, c'est la première fois qu'on diffuse, vous allez entendre une proposition qui vient, devinez d'où, elle vient justement de Belgique, de Bruxelles, de nos amis antiglobalistes qui vivent là-bas. C'est la proposition pour l'hymne futur du grand continent eurasiatique, de notre avenir, de l'Eurasie. Écoutons un petit morceau de cette proposition de l'hymne eurasiste.
Chers auditeurs et amis, vous venez d'entendre un petit extrait de la proposition pour la prochaine hymne de l'Eurasie. On ne sait pas si ça deviendra vraiment l'hymne de l'Eurasie, mais vous avez entendu un petit extrait de cette proposition qui n'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Non, absolument pas. C'est sympathique. Eh bien, nous continuons ce soir. Vous écoutez l'émission Paris-Belgrade-Moscou, l'émission de Yves Bataille, remplacée ce soir par Madame Danica Drobac et moi-même, professeur Mila Alečković. On parle de l'Europe qu'on nous impose, de l'image de l'Europe faussée, falsifiée, comme des doctorats de méga machin, qu'on nous impose. Et on se bat pour l'Europe des traditions, des valeurs, des nations, pour la grande Europe, le grand continent l'Eurasiatique, qui est un seul continent et où vivent tous nos amis, parce que l'Europe, sans la Russie, ne peut pas survivre. Qu'est-ce que tu penses? J'ai l'impression que les fonctionnaires européens, les fonctionnaires de Bruxelles sont plus ou moins ce qu'on appelle en psychiatrie les profils spécifiques. Ah, écoute, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que c'est ton métier, donc et comme j'ai pas un doctorat truqué, j'ai pas un doctorat faux. Moi non plus. Hein. non, mais moi, parce qu'attention, toi t'es professionnel, moi je le suis pas. On se défend bien. Voilà. Ma profession, c'est autre chose. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Écoute, Solana, Joschka Fischer, oui, Clinton, c'est une mentalité, mettons, très spécifique, même pour nous. Oui. N'étant pas ni docteur, ni psychologue, ni rien du tout. Ils sont tous tenus par quelque chose. Oui, j'ai l'impression que le gagnant de l'Eurosong cette année est un petit peu le paradigme de ce qu'on veut. Donc, ils sont sélectionnés en fonction de leur tâche dans leur CV, dans les biographies, et de leur profil un peu touché, disons, d'une façon ou d'une autre. C'est une stratégie de manipulation politique. Et quand on voit tous ces profils, on se dit vraiment, ça c'est le niveau le plus bas. Est-ce qu'il y a encore un homme politique en Europe tel qu'on la voit aujourd'hui? Non, ce sont des politiciens de bas niveau, des petits fonctionnaires plus ou moins corrompus. Mais c'est normal parce que ce n'est que des personnes de cette nature-là qui sont capables donc de mettre en œuvre des atrocités pareilles. Si jamais il s'agissait par exemple de personnes ayant une morale, par exemple une intégrité personnelle, professionnelle et tout autre, étant par exemple épris des valeurs immuables d'autrefois, etc. Donc, des personnes de ce genre ne vont pas se livrer, mettons, à des choses si horribles. Et ils peuvent pas faire du suivisme parce qu'ils sont ceux qui sont intègres ne sont pas bienvenus. Quand on analyse un, il est épileptique, l'autre est un maniaque sexuel, le troisième est un perverti, oui, c'est accompagné avec des maladies bien précises. Quatrième un travesti, cinquième un escroc, sixième je sais pas quoi. Donc quand on les voit, et puis moi je ne passe pas pour les maintenant ces diagnostics. Bon, on a des collègues quand même en Europe des psychiatres et des psychologues qui ont fait leur travail. Eh bien, on voit que c'est une sélection des gens tarés, plus ou moins, et des gens corrompus. Ils sont sélectionnés comme ça. C'est voulu. C'est une stratégie voulue. Alors, l'Europe menée, guidée, dirigée par des créatures pareilles, on voit très bien ce que ça. C'est pour ça que l'Eurosong est symptomatique, paradigmatique, parce que le message, c'est ça. Soyez pervertis, soyez travestis, soyez n'importe comment, il y aura gagner. De la place pour vous. Et voilà. Non, mais il y aura de la place pour vous dans ce nouveau système. C'est ça. Si vous êtes comme il faut, vous n'avez rien à faire, vous êtes de trop, c'est ça. Et quand on voit un président russe qui est un homme sain, normal, intègre, ça gêne. Ça les gêne beaucoup, ça se voit. Mais rappelons aussi, disons que l'Europe telle qu'on la voit, la petite Europe, s'avère incapable de protéger ses frontières aussi. L'euro pèse comme un boulet sur les pays du Sud qui n'ont pas l'économie de cette monnaie
Et c'est tout à fait le cas en Serbie, chez nous. Mais ce qui est important de dire, parce que il y a des arguments aussi qui sont très importants, c'est que l'Europe existe très peu dans le monde, telle qu'elle est, la colonie américaine. Mais je rappelle que le chômage en Russie, cette année, est-ce que tu sais quel est le chômage en Russie cette année? En mois d'avril, il était 5,3%. Et au mois de mai, le chômage, ça c'est l'information vraie que nos amis en Occident ne peuvent pas entendre, au mois de mai, le chômage en Russie était 4,9%, au minimum, sur son minimum. Alors que la Russie, c'est un pays qui ne suit pas les ordres du Fonds monétaire international. Grâce à cela, justement. Voilà. Et l'Europe qu'on nous impose ici dans les Balkans et dans les pays ex-communistes, c'est le diktat du FMI, du Fonds monétaire international. Qui, d'ailleurs, il a été chassé de la Hongrie. Je ne sais pas si tu es au courant. Ah ben, tant mieux. Ouais. Qui n'est pas... Tout en étant membre. Tout en étant membre, voilà. Ouais. Bon. Alors, c'est ça le modèle. C'est le modèle l'OTAN, numéro 1, FMI, numéro 2, les politiciens corrompus, numéro 3, vol des territoires, numéro 4, c'est ce qu'ils ont fait au Kosovo. Et pour l'instant, on voit que concernant la situation en Ukraine et en Russie, ils ne comprennent rien. Ils sont complètement à côté de la plaque. Donc, ce qui se passe, c'est pratiquement, comme on vient de le constater, le début d'une grande guerre. La troisième, cette fois-ci pas la première, mais la troisième. Et l'Europe, telle qu'elle est colonisée, elle ne comprend rien. Elle comprendra peut-être quand ça sera trop tard. Oui, c'est ça la vraie inquiétude. Et puis, au-dessus de tout, on peut parler même d'une Europe de l'islam. La petite Europe telle qu'on la voit aujourd'hui, on n'a absolument rien contre l'islam. Nous, dans les Balkans, on était 5 siècles sous le joug ottoman, donc on n'a rien contre l'islam. 3 siècles et demi. 3 siècles et demi, d'accord. Ça change quand même. Oui. Alors, on a des amis, évidemment, musulmans, pas de problème. Mais l'Europe qui se présente, la petite Europe colonisée, instrumentalisée, c'est l'Europe qui défend partout, qui défend l'islam là où il ne faut pas le défendre. Et qui l'attaque là où il ne faut pas l'attaquer. On a vu ce qu'ils ont fait en Libye contre Kadhafi. En revanche, quand il fallait voler le Kosovo serbe, ils étaient d'accord pour le voler. Donc c'est à géométrie variable, comme toujours. Et il y a de plus en plus de mosquées partout. Mais c'est pas ça qui va sauver Bruxelles. C'est pas les mosquées qui vont sauver cette petite Europe. Qu'est-ce que tu penses? C'est sous ordre des États-Unis, c'est ça. Moi, je cherchais une logique dans tout ça. Il me semble impossible pratiquement, parce que ce que tu viens de dire sur, par exemple, l'islam, d'un côté on les protège, de l'autre on les attaque quand il ne faut pas le faire, etc. Mais je crois que tout ça, c'est dû uniquement, dans chaque cas précis, aux intérêts états-uniens. Donc, s'ils ont intérêt à ce qu'ils soient attaqués, ils vont le faire. Sinon, ils vont pas le faire. Donc, ça n'a vraiment pas de sens d'essayer d'établir, mettons, un fil conducteur ou une logique certaine. Je crois que ça n'existe pas. D'ailleurs, pour moi, si tu me permets, je crois que c'est ce malheureux vraiment événement et même cette tragédie, je dirais, qui est en train de se produire à l'heure actuelle en Ukraine, je crois que c'est vraiment le dernier moment pour les peuples européens. Pour qu'ils se réveillent, oui. Pour qu'ils se réveillent. Parce que vous allez avoir à nouveau Hitler bientôt, oui. Pour citer De Gaulle, les Américains, il a bien dit déjà à l'époque, il y a pas mal de décennies, que les États-Unis étaient venus en 1945 pour rester. Oui, et ils sont restés. Donc c'est vraiment, à mon avis, le dernier moment de se débarrasser des États-Unis. On a bien vu en Normandie récemment, le président russe y était, mais évidemment, Charles de Gaulle l'a vu tout de suite. C'était des alliés occupants. L'Europe était occupée en 1945 pour la deuxième fois. Mais tu vois, les 400 millions d'électeurs ont été appelés à élire 751 eurodéputés entre Bruxelles et Strasbourg.
pour la démocratie, il faut qu'il y ait une volonté générale, pour employer le concept de Jean-Jacques Rousseau, hein, la volonté générale, qui était souvent mal compris, ce concept. Eh bien, comment imaginer que les 751 personnes élues par des électeurs qu'elles ne connaissent pas et à qui elles ne rendent aucun compte puissent les représenter? Ouais. Mais ça, c'est le système qui a été mis partout dans tout pays occupé. C'est un village de Potemkin. Exactement. Mais avec des lobbies, avec des fraudes, avec des voleurs, avec écoute, ils sont là pour eux. Ils sont là pour eux, voilà. Ils sont là pour eux, partout. Qu'il s'agisse, par exemple, de la clique de Bruxelles, ou que l'on parle du gouvernement serbe ou tout autre, c'est pareil, à mon avis. Bon, la Serbie, à l'heure actuelle, elle n'est que candidat, mais enfin, je veux dire que, y compris notre gouvernement, on ne sait même pas ce qu'ils font. L'Europe était aussi lancée par les démocrates chrétiens qui voulaient en finir avec les dictatures totalitaires et bon, ils ont voulu construire quelque chose face aux soviétiques de l'époque, etc. Mais les soviétiques n'existent plus. Oui, ça, c'est fini. Maintenant, c'est la Russie, c'est autre chose. Et bon, alors, contre quoi ils luttent maintenant? C'est quoi c'est cette Europe de l'OTAN, otanesque, complètement tarée? On voit tous ces copies, Eurosang, tout est anglicisé. Elle est malade. Elle est malade. C'est un cas psychiatrique, évidemment. Eh bien, nous, on lutte contre ça et on rappelle tous nos amis, chers auditeurs et amis à travers le monde, sur tous les continents, aux quatre coins du monde, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que après, ça sera trop tard. Vous aurez un nouveau chancelier Adolphe au pouvoir si vous ne voyez pas ce qui se passe et ne bouchez pas les oreilles. Ne bouchez pas les oreilles parce qu'il faut suivre les événements en Ukraine et en Russie. Il faut les suivre. Il faut suivre les événements en Serbie, dans les Balkans. Parce que si vous ne les voyez pas aujourd'hui ou si vous les censurez, comme c'était le cas à la télévision française récemment, eh bien, vous allez vous réveiller un jour dans un monde occupé et dans un nouveau totalitarisme. Vous y êtes déjà, de toute façon. Mais à ce moment-là, ça sera une occupation militaire. Et visible. Et visible, voilà. À l'heure actuelle, elle est visible, mais enfin, elle n'est pas si... elle ne saute pas si aux yeux. Eh bien, disons aussi que cette Europe qu'on nous propose ou qu'on nous impose, cette image d'une schizophrénie, d'une maladie, ce n'est plus pour ceux qui ne croient pas. Nous sommes des croyants, mais il y a des gens qui ne croient pas. Mais on va dire, ce n'est pas l'Europe de la morale chrétienne, mais si vous voulez, ce n'est pas l'Europe de la déontologie de Kant, d'un Emmanuel Kant. Parce que si l'Allemagne préfère comment elle s'appelle Conchita Wurst. Voilà, cette caricature. Si l'Allemagne préfère cette Conchita Wurst à un grand philosophe comme Emmanuel Kant, eh bien, que faire il faut mettre la croix sur l'Allemagne. Voilà, c'est fini. Parce que nous, on parle de l'Europe des valeurs et tous les pays européens ont eu des valeurs, y compris, évidemment, on parle de la France et de l'Allemagne parce que ce sont les pays qui ont fondé l'Europe politique. L'Europe, c'est surtout la France et l'Allemagne. Et on souhaite que la France et l'Allemagne trouveront leur place dans la future union de l'Eurasie, n'est-ce pas? La France et l'Allemagne trouveront leur place dans la grande, c'est certain. sur le grand continent asiatique. À condition de se libérer des États-Unis, de leur système de valeurs imposé actuellement. Et de l'école utilitariste. L'école est dans l'éthique, il y a un courant qui s'appelle utilitarisme de Jeremy Bentham, qui est une théorie valable, évidemment, mais je crois que son application dans une société est désastreuse. C'est vraiment une tragédie. Il faut revenir à la déontologie, qu'on soit croyant ou pas, il faut... Ça n'a rien à voir. La déontologie, on sait ce que c'est. Ouais. Absolument, à des vraies valeurs, sinon on ne survivra pas. Bon, chers auditeurs et amis, rappelons que
prochainement, à la fin du mois de juin, en Serbie, il y aura un grand événement. Ça sera la commémoration ou la célébration, comme vous voulez, de la Grande Guerre, centenaire donc du centenaire de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. Et donc, nous vous appelons de suivre cet événement. Nous irons avec nos amis de tous les pays européens à la Republika Srpska avec le grand cinéaste Kusturica, je répète. Et nous vous appelons de ceux qui peuvent venir, qu'ils viennent en Serbie, vous serez accueillis. Les chers amis, aux quatre coins du monde, donc notre bataille pour une autre Europe va continuer. Et l'auteur de cette émission Paris-Belgrade-Moscou, Yves Bataille, géopoliticologue, va revenir bientôt, reprendre son émission et on parlera, on va continuer de parler. Notre émission pour l'instant est trop courte, mais on va essayer de l'allonger, de faire quand même 1h30 si on pourrait. On va voir. Pour l'instant, on vous salue, nos amis. Continuons ensemble notre lutte, notre bataille. On ne regrette rien, comme on a dit la dernière fois, avec la chanson d'Edith Piaf. Mais cette fois-ci, vous allez entendre à la fin la fameuse marche sur la Drina. Je veux dire quelque chose là-dessus. C'est la marche avec laquelle les Serbes ont été pratiquement les grands vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Et on y sera encore et toujours en avant.